La difficulté, c'est la transformation. On embauche au sein de nos cabinets, là dans le mien, mais je pense dans d'autres, des personnes, des transformeurs en fait, qui vont équiper les collaborateurs comptables et on va faire appel à d'autres compétences pour équiper nos clients et nos équipes pour justement une gestion de flux. Parce que derrière un Waze, il y a des milliers de logiciels, des milliers d'applis et de connexions qu'il faut connecter tout simplement. Le lien entre ce qu'on apprend à l'école et les besoins des entreprises, il n'est pas assez bien fait en France. Donc de plus en plus, il va falloir qu'on arrive à apparier l'offre et la demande de travail. Et donc que des professionnels se mettent à créer des écoles très spécifiques en connaissant les besoins des entreprises, c'est sans doute une très bonne manière justement de raccorder l'appariement entre l'offre et la demande. L'arrivée de la facture électronique, ce qu'il y a d'important, c'est que ça va transformer le mode de fonctionnement des cabinets d'expertise comptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où on passait je caricature, à de la saisie comptable, les collaborateurs vont devenir des gestionnaires de flux. Et du coup, nous, dans notre cabinet, pour recevoir les factures, on utilise 3 ou 4 logiciels. Donc il faut arriver à se l'approprier. C'est un nouveau métier qui est en train de se créer. Et là, on essaie d'apprendre à ce niveau-là, quoi. Alors, est-ce que c'est une bulle ? Oui, c'est une bulle dans le sens où il y aura des perdants. Mais il ne faut pas s'attendre à la crise des subprimes. Ce n'est pas du tout la même histoire. Hein. Donc, vous voyez, il y a bulle et bulle. Il y a la bulle des subprimes. Lorsqu'elle explose, ça fait une crise mondiale. La bulle de l'IA, lorsqu'elle explose, ça va faire un petit ralentissement des pertes pour certaines personnes, mais pas une crise mondiale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Voix de l'Expertise, le podcast de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie. Chaque mois, ici, on réunit autour d'une même table une personnalité du monde économique et un expert comptable membre de l'Ordre pour discuter sans langue de bois de macroéconomie. Au fil des épisodes, nous avons eu le plaisir de recevoir les économistes Thomas Porcher ou Dominique Seux, les personnalités inspirantes telles Guillaume Néry ou Philippe Boulanger, ou encore l'expert de la cybersécurité Baptiste Robert. Le dernier épisode en date, je vous encourage à l'écouter, c'est celui avec Julien Estier, conférencier et spécialiste du management intergénérationnel. C'est passionnant. Dans La Voix de l'Expertise, on cherche à prendre de la hauteur, à donner des clés de compréhension utiles et surtout à aider les chefs d'entreprise à mieux décider. Aujourd'hui, on poursuit cette démarche avec un épisode particulièrement attendu, particulièrement d'actualité. On est en 2026, au tout début de cette année qui s'ouvre sur un climat économique un peu tendu, disons-le, incertain, parfois peut-être un peu anxiogène. Bref, il y a un nouveau budget de l'État, il y a quelques défaillances d'entreprises, quelques tensions commerciales internationales, l'explosion de l'intelligence artificielle et peut-être de sa bulle, mais on l'espère aussi de quoi sourire, évidemment. Pour ce faire, nous serons accompagnés d'Éric Heyer, économiste, et Vincent Casal, expert comptable à Toulouse. Éric Heyer, on commence par vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. On vous voit souvent sur les plateaux télé. C'est dans l'air, BFM Business. Et si vous êtes aujourd'hui avec nous, Éric, ce n'est pas un hasard. L'Ordre des experts comptables d'Occitanie vous invitait pour sa rentrée économique à Toulouse le 3 février à l'occasion d'EcoZoom. Vous interveniez lors de cet événement avec votre conférence vers la sortie du low cost, mais à quel prix ? Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais d'abord, j'ai envie que vous nous racontiez d'où vient cette passion pour la chose économique. C'est une question qu'on pose régulièrement à nos invités. Est-ce que ça vient depuis tout petit, des études, un peu plus tard ? Racontez-nous. Alors ça vient vraiment du sport en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être sportif de haut niveau, je voulais être même volleyeur. Et en fait, j'ai grandi à Aix-en-Provence et la meilleure équipe de volley, c'était à la fac d'économie. Et donc, je me suis inscrit à la fac d'économie uniquement parce qu'on avait une ambition avec 5 autres bons volleyeurs d'être champion de France universitaire. Bon, on n'a jamais réussi. C'est un parcours à l'américaine un peu, on a l'impression que vous faites la fac. Exactement, donc voilà, on n'a jamais réussi à être champion universitaire, mais bon, voilà, l'économie m'a plu. C'est bien sûr des rencontres avec des professeurs. Et puis aussi, c'était beaucoup de maths. En fait, j'étais assez bon en maths. Et en fait, à la fac d'éco à Aix-Marseille, on fait que des maths. Et donc, très vite, on m'a dit, mais en fait, tu t'en sors très bien. Donc, continue sur cette voie-là. Alors, vous avez raison, Éric, parce que moi-même, je suis allé en fac d'éco. Mais alors, moi, j'avais l'impression qu'en fac d'éco, on apprenait l'économie et les théories. Et finalement, je me suis retrouvé à faire des maths. Et là, ça m'a beaucoup moins plu, par contre, contrairement à vous. Bon, Éric, vous êtes avec nous. Quand on regarde l'actualité économique de ce début d'année 2026, est-ce qu'on peut dire qu'on est enfin dans une phase de stabilisation ou pas tant que ça, finalement ?
Alors, si on prend la croissance économique, en fait, on n'a jamais été en récession. On a toujours été dans une phase, finalement, qui a été peu ou prou celle de l'Union européenne et de la zone euro. C'est-à-dire qu'on est vraiment un élève très moyen de la zone euro. C'est un peu ce qu'il faut avoir en tête. Et ça, c'est habituel. Donc, on a toujours été dans la moyenne, mais habituellement, c'était plutôt les pays du Nord qui surperformaient, l'Allemagne. Et là, on s'aperçoit que c'est les pays du Sud qui surperforment. Donc, c'est un peu ça, peut-être, le problème de l'économie française, c'est qu'on n'est jamais sur le podium, en fait, si on fait encore un parallèle avec le sport. Peut mieux faire. Et donc, oui, donc on a l'impression d'être toujours très moyen, mais en fait, au classement général, on n'est pas si mauvais que ça, parce que finalement, on n'est jamais dans les plus mauvais, on est toujours dans une sorte de moyenne. Et vous voyez, l'Allemagne fait 0 croissance depuis 6 ans, alors que nous, on est plutôt à 6% de croissance en cumulé sur 6 ans. Donc, allez, c'est une situation qui n'est pas terrible, mais ce n'est pas non plus une situation catastrophique. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est les déficits publics. C'est-à-dire qu'on a plus de déficits que la moyenne de la zone euro. Et on fait rien pour combattre ça. Parce que, alors, je parlais de stabilité, parce que enfin le budget est adopté. On a donc un nouveau budget. D'ailleurs, est-ce que c'est un budget de rigueur, un budget de transition, un budget de compromis ? C'est surtout pas un budget qui fait du bien à la dette, hein, j'ai l'impression. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a fait beaucoup d'aides pendant la période de crise sanitaire et pendant la guerre d'Ukraine, c'est qu'à partir de 2022. Et notamment, ce deuxième épisode a été pas très bien géré pour les finances publiques. C'est-à-dire qu'on a fait énormément d'aides, mais des aides par des boucliers. C'est-à-dire que c'était une inflation qui arrivait. Et donc, on a décidé, nous, d'aider les citoyens en bloquant les prix. Il fallait que l'inflation soit un peu maîtrisée. Pourquoi c'est pas une très très bonne décision, ça ? Enfin, on verra, il y a des avantages, mais l'énorme inconvénient, c'est que ça coûte très cher et que personne n'a l'impression d'avoir été aidé. Parce que vous voyez, l'alternative, mettons ce qu'on a fait en Allemagne, c'est qu'on a donné des chèques. C'est-à-dire que l'inflation était là, on donne des chèques, on sait qu'on a été aidé, et même on peut dire de combien, du montant du chèque. Là, on a bloqué les prix. C'est-à-dire que Est-ce que vous pensez que si on avait su le montant des aides, ça aurait changé quoi que ce soit ? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, on a mis 3,5 points de PIB. Alors ça parle peut-être pas, mais un point de PIB, c'est 30 milliards. Donc on a mis à peu près 110, 115 milliards d'euros d'aide via des boucliers. Et là, il nous manque combien ? 120 milliards pour que finalement, on arrive à stabiliser notre dette. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'à l'horizon 2029, on récupère ces 120 Et ça, milliards. c'est un engagement auprès de l'Europe, la Commission européenne. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait 25 milliards en 2025. Là, le budget qui vient d'être voté, c'est 15 milliards. Donc, on a fait 40 milliards. Donc, on a fait un tiers du chemin. Mais vous voyez, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que personne ayant eu l'impression d'avoir été aidé, personne aujourd'hui ne veut être mis à contribution. Et donc, quand on dit aux retraités, c'est normal que tu contribues à l'effort puisque globalement, tu as été aidé pendant cette période. Ils disent non, moi, je n'ai pas été aidé. Donc, va voir les ultra-riches. Les ultra-riches disent, mais moi, je t'ai rien demandé. Et puis, on rajoute à ça le compromis qui fait qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus trop prendre à quelqu'un parce que ça froisse et qu'il y a de la censure qui est possible. Oui, c'est qu'on aurait dû dire, voilà, tout le monde a été aidé pendant la crise énergétique. Tout le monde va être mis à contribution au cours des 5 prochaines années, et on se répartit la facture tout de suite. Combien pour les retraités, combien pour les ultra-riches ? La même semaine, on parlait de tout le monde. Ensuite, bien sûr, on votait, on disait, est-ce que ça vous correspond à peu près à ce que vous avez en tête, c'est-à-dire tant pour les retraités, tant pour les ultra-riches. Ça, on peut discuter tant pour les fonctionnaires, tant pour les collectivités locales, tant pour le secteur privé. On se répartit l'addition. Et ensuite, on les vote en pluriannuel sur les 5 années suivantes. Parce que là, le problème, c'est qu'on a du mal. Par coup, en fait, on le fait coup par coup. Et donc, on dit, mais pourquoi, moi, entreprise, je dois uniquement contribuer ? C'est vrai qu'il n'y a pas que les entreprises qui doivent. On regarde son nombril et on se dit. Exactement. Puisque les autres, aujourd'hui, ne sont pas mis à contribution, on a l'impression d'être lésé dans l'histoire. Alors justement, on parlait de ça parce qu'il y a quelques éléments dans la microéconomie, quelque part quand même, qui... alors certes, le chômage, même s'il frétille un petit peu à la hausse, est toujours faible, mais il y a quand même des défaillances d'entreprises. Ça y est, on le sent, on le perçoit, on en discutera un petit peu plus tard avec Vincent qui est à côté de nous et qui trépigne d'impatience pour donner son avis. Alors, quoi en penser de ces défaillances ? Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que ça y est, c'est structurel ? Alors, c'est du structurel, mais qui ne va pas durer. C'est-à-dire que globalement, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Alors, c'est difficile de parler comme ça, parce que derrière une défaillance, il y a bien sûr un drame très personnel. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque année, il y a à peu près 55 000 défaillances d'entreprises en rythme annuel.
Quand les années où ça va mal, on monte jusqu'à 60, 65 000. Les années où ça va bien, on descend jusqu'à 45 000. Mais c'est 55 000, le nombre de défaillances à peu près normal. Pendant la crise sanitaire, on aurait dû avoir une explosion des défaillances. Eh ben non, on en a connu très peu en 2020. On a connu 28 000 défaillances en 2021. Et on a connu 4 années de défaillances en dessous du rythme normal. Ça, c'était pas normal. On avait donné beaucoup d'aides et on avait aidé les entreprises qui se portaient bien à ne pas faire défaillance suite à la crise, mais les entreprises qui auraient dû faire faillite, d'accord, on les a maintenues. C'est ce que Bercy appelle les entreprises zombies. C'est pas une très belle appellation, mais allez, gardons-la. C'est bien résumé. C'est celle du ministère de l'économie. Et aujourd'hui, selon nos calculs, mais on peut se tromper, parce qu'on ne fait pas une science exacte, l'économie, mais on est monté jusqu'à 160 000 entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qu'on a sauvées, qu'on n'aurait pas dû sauver. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 90 000. Mais il en reste encore 90 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une année normale, c'est 55 000. Et on devrait avoir 55 plus 90 000, on devrait avoir une explosion des défaillances. En fait, ce qui va se produire, c'est que peut-être que tous les zombies ne vont pas faire défaillance. On peut finalement avoir une seconde vie. Et ce que ça veut dire tout de même, c'est qu'on va rester longtemps aux alentours de 65, 70 000, donc au-dessus du rythme normal. Toujours ce fameux peut mieux faire. Et pour absorber ces défaillances d'entreprise qui auraient dû avoir lieu au cours de la crise. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est des titres de journalistes souvent qui sont un peu dans l'alarme. Voilà. Et donc vous nous dites que finalement, c'est pas si pire que ça. Néanmoins, il y a quand même de la compétitivité à aller chercher. Là, récemment, il y a le MEDEF qui a fait des propositions un peu choc, forcément, pour soutenir ça, principalement axé sur le CDI des jeunes, donc un peu moins payé que le SMIC et puis plus flexible. Bon, c'est la position classique du MEDEF, normal. Qu'est-ce qu'en termes d'économiste, ça veut dire ? Est-ce que vous êtes plutôt enclin à dire « Ok, on y va, on a un coup de tablier là-dedans ». Avant d'avoir une réponse d'économiste, j'aurais un peu une réponse d'historien de l'économie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsqu'on propose ce type de mesures, on met des gens dans la rue. C'est-à-dire que globalement, le CPE, on a déjà essayé cela, ces contrats première embauche, ça ne marche pas, les jeunes n'en veulent pas. Donc, vous voyez, c'est toujours très compliqué, c'est comme la réforme des retraites. Quand les personnes ne veulent pas partir plus loin, il faut trouver une autre solution. Donc, vous voyez, l'histoire récente nous dit que des fois, dans la rue, ça ne signifie pas l'arrêt d'une réforme. Oh oui, d'accord, mais le CPE, lorsque on a essayé de le mettre en place, mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du moment d'incertitude au niveau international, du moment d'incertitude au niveau national, on n'a pas de majorité, il faut quand même encore le rappeler. Quelle majorité va pouvoir porter ça à l'Assemblée nationale ? Moi, je crois que pour y arriver, il faut avoir une grosse majorité. On n'y est pas. Donc je pense que ça, c'est bien de le mettre sur la table pour progressivement que ça intègre dans les esprits. Et ça sera peut-être au moment des présidentielles, mais il ne faut pas compter sur ce type de mesures avant 2027. Ensuite, l'économiste que vous êtes. Voilà, moi je pense que c'est jamais bon, d'accord, de faire un contrat pour les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'un jeune, il n'y a pas deux jeunes identiques. Vous avez le jeune très bien formé, le jeune qui sort sans rien du système scolaire. Est-ce que la réponse doit être la même pour ces deux cas de figure ? Non. Donc je pense que oui, il va falloir faire des contrats très spécifiques pour les NEET, ces fameux jeunes qui sortent sans rien du système scolaire. D'accord ? À 16 ans, il y aurait à peu près 1,3, 1,4 million de jeunes qui sont sortis sans rien du système scolaire. Eux, il faut à tout prix les aider. Et les aider, pourquoi pas, avec des contrats proches de ce que dit le MEDEF, mais sans dire contrat jeune. Il faut dire contrat, il faut appeler cela, mais très spécifique pour cette catégorie-là. Et que ça ne soit pas pour d'autres personnes. Lorsque le MEDEF dit qu'il va falloir faire un SMIC jeune, non, il ne faut pas faire un SMIC jeune. Il va falloir faire des contrats spécifiques pour des catégories en difficulté qui, possiblement, ne sont pas payés au niveau du SMIC. C'est-à-dire qu'ils reçoivent peut-être le SMIC, mais subventionnés par l'État. Participation, participation, etc. Et ça, il va falloir faire très attention parce que, vous voyez, si un jeune qui, aujourd'hui, est bien formé, vous voyez, c'est le problème de l'apprentissage aujourd'hui, ça explose. Mais pourquoi ? Est-ce qu'un apprenti qui a un bac plus 5 doit être aidé de la même manière qu'un apprenti qui est au niveau du bac ? Certainement pas. Vous voyez que le chef d'entreprise, avec un apprenti bac plus 5, il a une main-d'œuvre qui est déjà assez qualifiée. Et alors que si c'est un apprenti au niveau du bac, ce n'est pas du tout la même main-d'œuvre qu'il a en face. Donc, les aides doivent être différenciées. C'est pour ça que ce n'est pas des jeunes dont on a besoin, mais des qualifiés, non qualifiés, et surtout ces fameux NEET qui... On n'en parle pas assez, c'est vrai, vous avez raison. Le problème majeur, parce que croissance ou pas croissance,
ces jeunes-là ne trouveront pas d'emploi parce que qui va embaucher des jeunes qui n'ont aucune formation, aucune scolarité? Intéressant. On va prendre un petit peu de hauteur sur l'international. Alors là, bon, pardon, on va pas consacrer un podcast entier, alors qu'on pourrait, évidemment. Voilà. Quand on est économiste, qu'on regarde la France, la macro de la France, et qu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs, le choc des droits de douane, est-ce qu'on est dans une bonne dynamique, nous? Est-ce qu'on résiste finalement mieux que prévu? C'est quoi que vous voyez comme signaux faibles, vous? Peut-être même des signaux forts d'ailleurs. Non, ce qu'il y a, c'est que globalement, l'Europe décroche par rapport aux États-Unis. C'est pas nouveau, ça date des années, début des années 2000. Donc ça, effectivement, c'est toujours un peu ennuyeux. À chaque crise économique, on tombe comme les États-Unis, mais on rebondit beaucoup moins vite que les États-Unis. Quand je dis on, c'est nous, les Européens. Ah ouais. Puisque j'ai dit au début qu'on était dans la moyenne de la zone euro. Allez, c'est pareil. Donc, en gros, globalement, on est en train de décrocher et on décroche notamment parce qu'on n'investit pas assez dans finalement le high-tech. Et donc, on est toujours à la traîne sur les nouvelles technologies. Donc, il va bien falloir un moment qu'on réagisse. Donc, ce n'est pas nouveau puisque ça date depuis les années 2000. Donc, ça fait à peu près 25 ans que ça dure. Donc, il va falloir réagir de façon structurelle. Là, moi, je vois plutôt une opportunité, et Trump nous donne une opportunité justement de recristalliser un esprit européen. Ce qui manque en Europe, entre nous, c'est que chacun réfléchit dans sa propre logique sans réfléchir européen. Donc, ce n'est pas les Européens face aux Américains ou face aux Chinois, c'est la France face aux Américains, l'Allemagne face aux Américains, les Italiens face aux Américains, et même on est face aux Allemands et on est face aux Italiens. C'est-à-dire qu'on se fait de la concurrence entre nous et finalement, on essaie de s'en sortir au mieux et on voit bien qu'il n'y a pas d'esprit européen. Tant qu'il n'y aura pas une sorte d'esprit européen... Et la tentation de faire pareil, du protectionnisme finalement en réponse au protectionnisme américain, qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est peut-être pas faire du protectionnisme. Le protectionnisme, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, penser qu'on va être souverain, d'accord, parce qu'on va importer uniquement en Europe, non, on ne sera pas plus souverain. La souveraineté, ça veut dire que, tiens, si toi, tu me fais défaut, j'ai tout de suite un plan B qui arrive. Et donc, ça veut dire que, globalement, je ne dois pas mettre mes œufs dans le même panier et je dois avoir beaucoup de plans B. Donc, ça veut dire que, bien sûr, que je dois commercer avec le Mercosur, bien sûr que je dois commercer avec la Chine et par exemple, alors ça, le Mercosur ou Mercosur, moi je prononce comme ça. Il y a eu cette cristallisation, cette tension, alors que vous êtes en train de nous dire que finalement, c'était peut-être le sens de l'histoire, en fait. Oui, il faut aller vers des accords. Ouais. Bien entendu qu'il faut aller vers les accords. Et surtout, d'autant plus que les règles de l'OMC, maintenant, volent un peu en éclat dans le sens où il n'y a plus de gendarme qui est là pour nous dire si ces règles sont respectées ou pas. Les États-Unis ne veulent plus participer globalement à l'OMC. C'est vrai que c'est la loi du plus fort. C'est un peu dangereux. La Chine n'a pas réellement respecté. Donc, allez, il vaut mieux qu'on se fasse des accords. Enfin, le multilatéralisme, c'est la meilleure façon de faire. Mais bon, puisqu'elle n'existe pas, cherchons quand même le second best. Le second best, c'est faisons des accords et essayons d'avoir des accords équilibrés. Le problème des accords, c'est que bien sûr qu'il y a des gagnants et des perdants dans chaque accord. Et ce qui ne va pas, c'est que dans cet accord-là, les gagnants, ce sont les Allemands et les perdants, ce sont les Français. Bien sûr que les Français râlent. Donc, ce qu'il faudrait normalement... C'est penser que l'Europe aurait dû être gagnante. C'est que l'Europe doit aller là en disant on est gagnant dans l'histoire, d'accord ? Alors, certes, les Allemands plus que les Français, mais c'est pas grave. À un instant T. Et on va redistribuer. C'est-à-dire que c'est pas, on ne doit pas réfléchir en allemand ou en français, on doit réfléchir en européen. Qu'est-ce que ça nous apporte et comment, finalement, les gains allemands, on peut en bénéficier en retour. Vous voyez, c'est ça une sorte de fédération. Et vous voyez, en France, on ne regarde pas si c'est la région PACA qui gagne plus que la région du Nord. On met tout dans un pot commun pour les retraites, pour le chômage. Et on ne parle pas de déficit de la région PACA ou le déficit de la région du Nord. On devrait à un moment... Oui, mais on regarde quand même qu'en Occitanie, il fait plus joli que dans d'autres régions. Ça, ça, on ne pourra rien y faire. Vincent, j'ai encore une question et une thématique avant de passer à vous. Elle est pour Eric. Ça concerne l'intelligence artificielle. Bon, là, on est extrêmement dominé par les investissements aux États-Unis et par la vitesse à laquelle se passent les choses là-bas. Néanmoins, moi, il y a une question que je me pose parce que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Tout le monde en parle. Est-ce que c'est pas une bulle aussi en ce moment à laquelle on est en train d'assister, la création d'une bulle avec Oracle qui lève 50 milliards pour continuer de fournir des serveurs à OpenAI, qui continue d'acheter des puces à Nvidia, et on se dit à un moment donné, à quoi ça sert tout ça, en fait, vraiment, et est-ce que ça va pas s'effriter un peu ?
Ah mais ça va s'effriter, c'est évident. Mais alors, et c'est ça le propre d'une bulle, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle explose. Mais oui, vous avez raison de dire que globalement, aujourd'hui, tout le monde se lance dans l'IA. Et pour faire cette IA, il va nous falloir beaucoup de puissance de calcul. Et pour ces puissances de calcul, il nous faut des pièces. Et donc, c'est pour ça que NVIDIA nourrit tout le monde. Mais on sait qu'à la fin, il y aura 1 ou 2 gagnants. Tout le monde ne va pas gagner. Qui seront les gagnants ? On n'en sait rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui vont perdre. Et apparemment, c'est pas l'Europe. Voilà, et ceux qui vont perdre vont arrêter de prendre et de passer commande à NVIDIA. Donc, on sait très bien que tout ça va à un moment se calmer. C'est-à-dire que là, tout le monde court et tout le monde se dit c'est moi qui vais finir dans les premiers. Mais ça, tout le monde le dit depuis des mois que ça va se calmer et j'ai pas l'impression que ce soit la réalité en fait et que ça continue frénétiquement. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas le winner takes all. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est moi et ChatGPT est concurrencé par Gemini et on ne sait pas à la fin qui va gagner. Et donc, aujourd'hui, la compétition n'est pas terminée. Donc, tout le monde continue à investir. Bien sûr que le retour sur investissement ne sera pas gagnant pour tout le monde. Il y aura des perdants. Il va y avoir... Alors, est-ce que c'est une bulle ? Oui, c'est une bulle dans le sens où il y aura des perdants. Mais il ne faut pas s'attendre à la crise des subprimes. Ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, vous voyez, il y a bulle et bulle. Il y a la bulle des subprimes. Lorsqu'elle explose, ça fait une crise mondiale. La bulle de l'IA, lorsqu'elle explose, ça va faire un petit ralentissement, des pertes pour certaines personnes, mais pas une crise mondiale. On va voir avec Vincent qui est à côté de moi. Tiens, lui, à son avis... Vincent, à votre avis, qui va gagner la bataille de l'intelligence artificielle entre OpenAI et Google ? Moi, j'ai ma petite idée, à titre personnel. Je pense que Google est quand même bien armé. Vincent, bonjour. Vous êtes bonjour. Vous êtes expert comptable et vous, Vincent Casal, c'est votre nom. Vous vous accompagnez au quotidien des petites et moyennes entreprises au sein d'un cabinet qui a plus de 50 collaborateurs, c'est ça ? Oui. Combien précisément ? 50. C'est pile. Exactement, je ne sais pas, parce que chaque fois, il y a du turnover. D'accord. 51 ou 51 et demi s'il y a un contrat d'apprentissage. Alors, vous êtes très engagé, Eric, vous allez le voir, sur des sujets de facture électronique, de relations clients, de qualité de vie au travail et d'intelligence artificielle. Alors, vous, c'est qui va gagner la bataille du LLM, à votre avis, entre OpenAI et Gemini, par exemple ? Franchement, ce genre de bataille, nous, on en est très loin. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'intelligence artificielle arrive d'une manière ou d'une autre. Il y a des changements terribles au quotidien. Quand on voit, par exemple, qu'avant, il y avait des chauffeurs de taxi, maintenant, il y a des Uber, maintenant, il y a des taxis autonomes à San Francisco, que bientôt, on louera notre propre voiture qui sera taxi autonome, qu'il y aura des drones autonomes. Tout ça, franchement... Au niveau de ma profession, c'est sûr que la TVA va se faire un peu toute seule, que la compta elle devrait se faire toute seule, et qu'à ce niveau-là, il faudra s'équiper. Si vous voulez, là, moi, je parle surtout à côté d'Éric Heyer, plutôt du côté micro, parce que je ne vois pas au niveau macro ce qui peut se passer. La seule chose que je vois, moi, en tant qu'expert comptable, c'est quand même la collecte de la TVA. C'est-à-dire que nous, en tant qu'experts comptables, on collecte la TVA pour le compte des dirigeants. Et ce que je vois, moi, en tant que particulier, c'est que la base, elle est en train de changer, de muter. Quand je vois qu'il y a du home exchange, du partage de prestations de services entre voisins, du partage de... Voilà. Par exemple, home exchange, je connais bien cette application. La cotisation, c'est 180 €. Et après, ça vous permet d'aller dans des milliers, dans le monde entier, à la place de Airbnb. Sans transactions financières, économie du troc. Ouais. Donc, ce qui veut dire que la base en matière de TVA va forcément baisser, ou alors il va falloir revoir ce modèle. Et quand je vois ça et quand je pense ça, je pense à mon entreprise. Moi, mon entreprise, il faut qu'elle se transforme, qu'elle évolue. Alors, quand je vois qu'il y a des cabinets d'expertise comptable, ils sont 1000, 2000 et qui sont super à la pointe, c'est magnifique. Parce que emmener une organisation et se transformer à 1000 personnes, 50 personnes, ce sera plus simple, beaucoup plus simple. Au-delà de ça, en tout cas, la notion d'apprentissage est en train de changer. C'est-à-dire de se dire, mais attends, est-ce qu'à un moment donné, il faut avoir un bac plus 8 ou un bac plus 10 pour avoir tel métier ? Est-ce qu'il faut accumuler des connaissances ? Alors ça, on va y revenir parce que Eric, vous verrez que Vincent et ses amis ont une idée très précise et une solution justement pour former notamment les experts comptables à l'intelligence artificielle. Avant ça, juste un petit mot quand même. La QVT, c'est important et c'est un truc qui vous relie avec Eric. Dans le cabinet de Vincent, on a des cours de sport gratuits. Il faut le savoir.
c'est ça. Donc si vous voulez aller faire du sport gratuitement, Eric, faut devenir expert comptable. Okay. Vous faites du volleyball ou pas, non? Non, on fait pas de volleyball, mais pour nous c'est important. Au-delà... Et pourquoi c'est important? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est très important, au-delà du fait d'avoir bien sûr un niveau technique au top du top, d'être digital au maximum. On a 3 piliers, et un des piliers dans le développement personnel de chacun au sein du cabinet, c'est d'avoir une activité physique à son niveau, bien sûr. On peut aller marcher, on peut aller courir. On a un coach sportif qui vient 2 fois par semaine. On a une prof de yoga qui vient. Il y a des séances de marche nordique. Chacun à son niveau, mais ce que l'on sait... Pour vous, vous êtes persuadé que ça contribue à la performance de vos salariés? Ah, mais c'est évident, parce que le fait d'avoir une activité physique, ça draine le cerveau, on se libère. Personnellement, moi, quand je vais courir, c'est là où les idées elles tombent d'un seul coup. Ça arrive d'un seul coup, sans aucune réflexion. Alors que... Eric, vous savez qu'il y a certains traders qui misent sur des actions à la hausse parce que les chefs d'entreprise ont une bonne hygiène de vie et sont sportifs. Vous savez ça. C'est un peu un truc qui traîne comme ça, c'est un peu un secret de Polichinelle. Je le savais pas. Et c'est ça, voilà. Donc, et par exemple, Mark Zuckerberg est devenu très très sportif récemment. Souvent, on mise sur la réussite d'une entreprise en regardant ses dirigeants et leur capacité à être physique. Et c'est ce que vous faites dans votre cabinet. C'est parfait, c'est top. Voilà, donc c'est un cabinet qui marche très très bien, avec beaucoup de QVT. On vous en félicite, Vincent. C'est toujours intéressant. C'est un cabinet aussi qui se questionne beaucoup sur la facture électronique. Alors, bon, Eric, ça, c'est le truc qui va arriver. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, bien sûr. J'imagine que oui. C'est le 1er septembre. Septembre 2026. 1er septembre 2026. On assiste, tiens, je vais vous poser la question à tous les deux. On assiste à quel type de révolution, parce que là, le commandé mortel s'en fiche, finalement, le consommateur s'en fiche, et pourtant, on assiste à quel type de révolution? Eric, ça va donner quoi, en fait, cette facture électronique? C'est difficile pour moi, c'est pas un choc macroéconomique, mais effectivement, on voit bien, une des explications en tout cas, et en tout cas c'est ce que nous dit Bercy, c'est qu'aujourd'hui, on cherche de l'argent public, vous savez, on cherche des recettes publiques, et il y aurait un peu, d'un côté, des fraudes aux cotisations sociales, employeurs comme salariés, mais également de la fraude à la TVA, et donc on ne paierait pas forcément le bon niveau de TVA. Et là, normalement, il faut faire la chasse aux fraudeurs. On ne peut pas se soustraire. Faire la chasse aux fraudeurs, c'est embaucher d'autres personnes, ou alors passer justement à cette facture électronique pour limiter quelque part la possibilité de passer outre le paiement de la TVA. Donc ça va faciliter. Un peu comme l'impôt à la source où finalement, c'était ça va économiser un peu de dépenses publiques parce qu'il y aura moins de contrôle à faire sans doute. Et donc plus de recettes, moins de dépenses. C'est pas mal comme calcul. Vincent, il y a des clients pour qui c'est un non-sujet et puis il y en a d'autres pour qui, je sais pas, moi je suis le boucher du coin, j'ai ma petite épicerie. Là, c'est plus compliqué quand même. Alors vous, stricto sensu, dans un cabinet aujourd'hui, à 9 mois de l'arrivée de la facture électronique, ces gens-là, on se prépare à les accueillir comment? On s'y prépare déjà. On se prépare à accueillir la facture électronique, à sectoriser nos clients et à les segmenter, pardon. C'est-à-dire vous mettez une petite étiquette entre celui qui a l'habitude d'utiliser Chorus, etc. On met une petite étiquette en fonction. Il y a 3 types de clients pour faire ça. J'espère que j'aurai la bonne étiquette, moi. On va voir. Il y a le client, les quelques clients, il y en a de moins en moins qui sont très peu digitaux, qui sont près de la retraite. Artisans, ouais. Ils ont leur facture papier, ils ne veulent pas changer. Là, le cabinet va falloir qu'il se pose les questions pour savoir comment accompagner ces clients. Souvent, ce sont des clients anciens, du fait de leur âge, et anciens au sein du cabinet. Et nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, on se doit quand même de les accompagner jusqu'au bout. Là, la plupart des cabinets, comme le mien, mais comme tout le monde, on s'organise pour faire en sorte de faire du office manager. Donc, c'est-à-dire vous allez faire le boulot qu'ils ne veulent pas faire. On va faire le boulot qu'ils ne veulent pas faire. Ok, très bien. Ça, c'est l'arrivée. Et c'est ok pour vous. Voilà. Mais l'arrivée de la facture électronique, ce qu'il y a d'important, c'est que ça va transformer le mode de fonctionnement des cabinets d'expertise comptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où on passait à de la saisie comptable, les collaborateurs vont devenir des gestionnaires de flux, analyser les flux, savoir dans quel tuyau, vous avez vu le nombre d'applis, de logiciels qui se créent par jour. Et du coup, nous, dans notre cabinet, pour recevoir les factures, on utilise 3 ou 4 logiciels. Donc, il faut arriver à se l'approprier. C'est un nouveau métier qui est en train de se créer. Et là, on essaie d'apprendre à ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a l'utilisateur
un peu dépassé. Il y a l'utilisateur moyen qui connaît un peu, mais qui croit connaître. Voilà. Et celui-là aussi, vous allez l'accompagner. Il y a quoi ? Il y a des webinaires, il y a des vidéos. Comment vous allez faire ? Là, chaque cabinet gère à sa manière. Nous, on a pris le parti d'embaucher un chef de projet qui a pour but d'accompagner au changement et qui est pas du tout expert comptable ni comptable. C'est incroyable ça. Hein. Et qui va accompagner, parce qu'en fait, c'est qu'une notion de tuyau. Et pour vous donner la notion de tuyau, nous, on est convaincus que ce que l'on voit au quotidien, c'est que le marché des applis des particuliers est à maturité. Vous voyez bien, votre taxi, il a dû utiliser Waze pour venir, on utilise tous Deezer, et ça, c'est des applications du particulier. C'est très simple à utiliser, en fait. La difficulté, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'on embauche au sein de nos cabinets, là dans le mien, mais je pense dans d'autres, des personnes, des transformeurs, en fait, qui vont équiper les collaborateurs comptables, et on va faire appel à d'autres compétences pour équiper nos clients et nos équipes pour justement une gestion de flux. Parce que derrière un Waze, il y a des milliers de logiciels, des milliers d'applis et de connexions qu'il faut connecter tout simplement. Notamment, c'est le boulot de Customer Success Management, en fait, c'est un petit peu ça, hein, Tech CSM. Ça, c'est intéressant. Eric, je vous fais réagir là-dessus aussi, parce qu'on parle souvent, effectivement, avec la digitalisation et principalement l'intelligence artificielle, de la destruction d'emplois. Et souvent, on entend, oui, mais ça crée d'autres jobs à côté. Et on se dit toujours, quoi, finalement, si mon emploi est détruit, il est détruit. C'est exactement ce qui se passe dans les cabinets comme celui de Vincent, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des métiers de saisie classiques qui peut-être, eux, sont enclins à disparaître. Et d'autres métiers qui vont arriver. Vous pouvez nous en parler ? Alors, il y a d'autres métiers émergents qui arrivent, comme vous l'avez très bien dit, ce qu'on appelle Tech CSM. En fait, c'est un accompagnateur au changement de tuyaux. De tuyaux, pour faire simple. La difficulté qu'on a, forcément, c'est que dans le monde actuel, il faut réagir plutôt très vite, en fait. C'est-à-dire que le besoin, il est maintenant. Septembre 2026, c'est maintenant. Tout change. Et la difficulté, c'est que si on se rapproche de l'éducation nationale pour justement créer une filière destinée à un Tech CSM, ça mettra 10 ans. Alors ce que l'on fait, nous, avec mon réseau... C'est ça, ils ont créé une école. Avec mon réseau, on a créé une école afin de justement former ce genre de profil. C'est-à-dire que là, pour les experts comptables qui nous écoutent en ce moment, si dans votre cabinet, vous vous dites, mais effectivement... mes salariés, il faut que je les forme ou que j'aille chercher des personnes compétentes. Voilà, il existe, vous rentrez en contact avec l'ordre, on vous expliquera comment ça fonctionne. Il existe des écoles, des schools, vraiment, qui sont là pour aider les chefs d'entreprise dans les cabinets d'experts comptables à former. Ça, c'est vraiment crucial. C'est malin ce qu'ils font. Très malin. Bien sûr que de toute manière, le lien entre ce qu'on apprend à l'école et les besoins des entreprises, il n'est pas assez bien fait en France. Donc de plus en plus, il va falloir qu'on arrive à apparier l'offre et la demande de travail, et donc que des professionnels se mettent à créer des écoles très spécifiques en connaissant les besoins des entreprises, c'est sans doute une très bonne manière justement de raccorder l'appariement entre l'offre et la demande. Vous, en tant qu'économiste, quand vous regardez ça, vous vous dites que la France, c'est un animal suffisamment prêt pour ce genre de changement. J'ai l'impression que vous dites que souvent on est un petit peu... c'est long à se mettre en route par la... Non, mais globalement, je pense qu'on est trop noir avec la France. J'ai l'impression qu'on dit toujours qu'on est le pire élève. Non, en fait, il faut tout de même voir. On a énormément d'atouts. Peut-être qu'on ne les exploite pas parfaitement. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas au taquet de nos performances. Mais globalement, il faut arrêter aussi de faire du French bashing et dire que tout va mal en France. Non, il y a des belles entreprises, il y a des compétences, il y a tout de même de la main-d'œuvre qui est bien qualifiée aussi. Donc allez, on a tout pour réussir. Vincent, donc vous êtes en train de vous dire il faut être prêt d'abord à la facture électronique. Bon, ça c'est qu'une petite étape, mais ensuite il faut être prêt au monde qui arrive, le monde de l'intelligence artificielle. Donc vous le gérez au-delà de l'école que vous pouvez proposer à votre réseau, vous le gérez aussi comment au sein de votre propre cabinet ? L'arrivée de l'IA quand même et de tout ce qui arrive, toutes ces nouvelles technologies, c'est un vrai bouleversement, c'est un gros changement. C'est pas un effet de mode. Alors, je ne sais pas qui va gagner ou pas, mais ça va continuer d'une manière ou d'une autre. Et quelquefois, presque, à se demander est-ce qu'on est à l'échelle de ce qui arrive, quoi. Parce que c'est tellement immense que c'est terrible. Et à côté de ça,
quand on a la pêche, parce qu'aujourd'hui il fait beau et tout ça. C'est un grand virage à prendre avec un grand plaisir et se dire que, si vous voulez, et avec un grand plaisir et se dire, soit je crains l'intelligence artificielle et j'attire le pire, soit je compte sur l'intelligence artificielle et là j'attire ce qu'il y a de mieux à ce niveau-là. Et on va essayer de travailler sur le deuxième point, c'est-à-dire grâce à l'intelligence artificielle, transformer nos métiers, être au plus près du client. Maintenant, grâce au chatbot et tout ça, on pourra faire du conseil continu tout le temps. Avec des chatbots. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place dans un cabinet, par exemple, un petit chat qui s'ouvre en bas à droite. Je pose une question sur ma déclaration de TVA, on y revient toujours, c'est toujours ça de toute façon. Hein. Ou alors, est-ce que je peux déclarer ça comme frais professionnels voilà, par exemple. Et là, j'ai un chatbot qui me répond. Et là, vous avez un chatbot génial. Qui pourra vous répondre en continu, c'est une demande. Et si vous voulez, contrairement à ce que font les banques là actuellement, où justement elles ferment des agences, nous, la force que l'on a en tant qu'expert comptable, on est tiers de confiance. Tiers de confiance, c'est un mot qui est fort, c'est-à-dire qu'on nous fait confiance. Et comme moi, quand je scrolle sur Instagram, je ne sais plus ce qui est réel ou pas réel. Si vous voulez, être tiers de confiance, ça a une valeur incroyable, en fait. Et à partir du moment où on a mis tous les tuyaux en place chez le client, voir si tel produit est rentable, avec un tableau de bord en continu, des situations, un accompagnement sur l'ensemble des questions que peuvent se poser les dirigeants, là, on a gagné. Par contre, il faut se retrousser les manches, hein, c'est sûr. Oui, c'est un peu l'économie de la connaissance, se dire qu'à un moment donné, on va aussi faire confiance à celui qui sait, le sachant. Donc, l'expert comptable va devenir de plus en plus cette personne-là. On va dans ce sens. Et la confiance, c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est un truc que vous mettez en avant. Et celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, préparez-vous, mettez en mouvement toute la technologie pour mettre le plus possible l'expérience et la confiance des experts comptables humains face à vos clients. C'est ça ? Exactement. Est-ce qu'on peut venir, Eric, à ce qui était l'objet de votre conférence lors de EcoZoom, justement sortir du low cost, mais à quel prix ? Ça, c'est la thématique de votre conférence. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire que ça, sortir du low cost ? Est-ce que c'est un petit peu aussi ce que vient de dire Vincent ? Alors c'est beaucoup plus macroéconomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai pensé à ce titre-là, c'est que la façon dont on parle de l'inflation, à mon sens, c'est pas la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore eu des chiffres la semaine dernière, on a quasiment 0% de croissance de l'inflation, des prix sur un an. On est à 0,3. Vous voyez. Donc on est revenu quelque part au niveau d'avant-crise où on cherchait l'inflation, on se demandait où elle était. On a connu un énorme pic d'inflation, en Europe jusqu'à 10-13% d'inflation. Ouais. Et là, on est retombé grâce aux banques centrales. Et tout le monde dit bravo les banques centrales, vous avez réussi à nous faire revenir dans le monde d'avant où l'inflation était quasi nulle. Mais en fait, ça, lorsque vous avez des chocs aussi importants sur les taux de croissance, les taux de croissance ne veulent plus rien dire. Il faut revenir sur les niveaux. Et ce qu'on a vu lors de la conférence, c'est que prenons le premier prix et donc ne réfléchissons plus en taux de croissance, mais en niveau. On s'aperçoit que le niveau des matières premières, qui n'avait cessé de baisser depuis 2008, en fait, vous voyez, normalement, les prix, ça augmente. Il y a structurellement. Et donc, les matières premières, quand on regarde les 19 grosses matières premières, alimentaires, énergétiques ou des matériaux précieux, les prix augmentaient régulièrement jusqu'en 2008. Puis, à partir de 2008, ils n'ont cessé de baisser. Et en 2009, ils étaient extrêmement bas. Puis, il y a eu la crise, ça a un peu baissé. Puis, ils sont remontés. Et donc, il y a une marge d'escalier. Et aujourd'hui, les prix des matières premières, c'est 2 fois plus cher. On paye 2 fois plus cher nos matières premières aujourd'hui qu'on ne les payait en 2019. Donc, il y a une marge d'escalier sur les premiers prix. Et c'est cette marge d'escalier qui me fait dire qu'on est sorti du low cost. Ça va être très compliqué de revenir au prix d'avant-crise parce que dès que vous achetez une matière première, en moyenne, bien sûr, le pétrole, ce n'est pas le cas de figure, mais en moyenne, ça vous coûte 2 fois plus cher. Et donc, on va voir la diffusion de cette marge d'escalier des prix des matières premières sur tous les autres prix. Et vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que imaginons que la marge d'escalier ne soit pas la même entre les prix de production
et finalement les matières premières, c'est que les marges des entreprises ont été réduites. Lorsque les prix de consommation en France n'ont pas la même marge que les prix de la consommation dans les autres pays, vous allez comprendre ces écarts de prix, les problèmes de compétitivité à venir. Okay. Lorsque vous allez voir que les salaires ne vont pas augmenter de la même manière que les prix, vous allez comprendre les problèmes de répartition. Et donc ça, vous allez voir maintenant, on ne parle que de marges d'escalier, des marges d'escalier sur les prix, des marges d'escalier sur les taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt aux États-Unis sont supérieurs aux taux d'intérêt en Europe? Ça va faire d'évaluer ou en tout cas faire d'énormes chocs sur les monnaies. Et donc, c'est que des marges d'escalier. Et pareil, sur les taux d'intérêt, sur les dettes publiques. Pourquoi aujourd'hui, on est obligé de s'attaquer très fortement à la dette publique? Parce qu'on avait l'habitude, avant la crise, d'avoir 0 de taux d'intérêt, d'accord, ou même des taux d'intérêt négatifs. Maintenant, ils sont à 3,5. C'est le new normal. C'est fini. Les taux d'intérêt faibles, c'est fini. Les prix des matières premières faibles. Il va falloir maintenant payer au juste prix. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vois que vous me faites signe depuis tout à l'heure. Alors, en fait, par rapport à l'inflation, je ne sais pas la calculer, l'inflation. Je ne sais pas comment ça marche. Là, apparemment, l'inflation... pardonnez-moi, vous êtes expert comptable? Je suis expert comptable, mais je vais finir quand même. C'est que l'inflation, on dit que l'inflation est faible, c'est vrai. Et moi, c'est le rapport des choses. Ce que je regardais tout à l'heure... Le ressenti. Non, c'est pas le ressenti. Ah ouais. C'est le panier. C'est-à-dire que c'est exactement. Le niveau de prix est élevé alors que le taux de croissance. Vous voyez, si vous avez un choc en niveau, le niveau des prix reste élevé. Maintenant, vous dites, maintenant c'est stable, c'est 0. Mais sauf que ça a pris la marge d'escalier par rapport à 2019. Plus que ça, parce que ce que je regardais tout à l'heure là, c'est que le kilo de carottes, c'est 3,30 €. J'ai regardé pour avoir une montre connectée qui me donne mes pulsations, mon rythme, le nombre de pas que je fais, qui vient de l'autre bout du monde. Combien de carottes? C'est 14 €. C'est pas beaucoup. Entre un produit qui pousse tout seul, finalement, où il faudrait une intelligence folle pour faire cette montre connectée. Et du coup, l'impression que j'ai, c'est que c'est la moyenne des moyennes. Alors, c'est-à-dire que le prix pour manger correctement, c'est hors de prix, ça devient inaccessible. Et là, on peut acheter un t-shirt à 1 €. Alors forcément, si on met dans la balance le t-shirt à 1 €, ça peut ne pas être compris. Qui était à 15, ça a baissé. Mais on comprend pas. C'est des courbes croisées, en fait. Voilà, parce que le panier moyen est élevé quand même. Mais ça, c'est important pour le ressenti aussi, parce qu'on achète des carottes tous les jours. On n'achète pas une montre connectée tous les jours. Donc, effectivement, le prix du produit qu'on achète régulièrement a augmenté. Celui que l'on achète une fois par an ou une fois tous les 3, 4, 5 ans a baissé. Et donc, en moyenne, vous avez raison, l'INSEE nous dit finalement, les prix n'ont pas fortement augmenté. Mais le consommateur qui consomme tous les jours pour se nourrir et très peu pour avoir de l'électroménager dit, mais de quoi tu me parles? Effectivement, ce ressenti n'est pas bon. Néanmoins, cette histoire, pour revenir à la facture électronique, ça, par contre, gros avantage de la facture électronique, le délai pour se faire payer. Qui va réduire nécessairement, on imagine, avec la facture électronique, terminer aussi pour un entrepreneur, son client qui j'ai pas reçu la facture, le mail n'est pas arrivé, etc. Et tout. Et ça va faire du bien, n'empêche, aux finances et à la gestion au quotidien des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent, de ça? Oui. Alors, les délais de paiement, si je ne dis pas de bêtises, c'est la LME de 2008, en fait, sur la loi sur la modernisation de l'entreprise, qui impose toujours aux entreprises d'avoir un délai de paiement de 45 jours ou de 60 jours. Ce n'est pas tellement respecté. Ce sont souvent, d'ailleurs, les gros donneurs d'ordre qui ne respectent pas ce délai, au détriment des petits commerçants, des petits restaurateurs. Et il est dit, dans la facture électronique, en effet, que les délais de paiement seront naturellement plus respectés. Bon, on verra de quelle manière, il faut l'espérer justement, parce que vous savez que pour beaucoup d'entreprises, la trésorerie, ça reste quand même le nerf de la guerre. Ah oui, tout à fait, on la regarde tous les jours, ça je peux vous confirmer tout ça. On en vient quasiment à la fin de notre épisode, merci à vous pour votre participation d'ailleurs. Vincent, est-ce que vous sentez que votre métier bascule ? Moins de production, plus de conseils, plus de pédagogie auprès des dirigeants. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est palpable ou c'est quelque chose qu'on se dit pour se rassurer un peu en ce moment? C'est comment? C'est un métier qui bascule, donc il n'a pas fini de basculer. Donc on verra les nouveaux métiers et les nouveaux produits que l'on va vendre après par la suite. Ça peut être des produits
du conseil aux dirigeants par rapport Gestion de patrimoine. au choix de logiciels. Tout ce qui est gestion de patrimoine, assistance informatique, c'est déjà fait ça. Dans certains cabinets, c'est déjà fait. Par contre, notre métier, ce qu'on sait, c'est qu'avec la facture électronique, on va gagner 20% de temps, semble-t-il. Voilà. Avant de les gagner, on va passer 15%. Oui, un petit peu de SAV au début, mais plutôt passer 15% de temps à expliquer aux clients comment ça se passe. Mais naturellement, c'est ce qui est dit et c'est ce qu'entendent les clients, comme quoi on va gagner 20% de temps. Ces 20% de temps, il va falloir voir comment on les redistribue d'une manière ou d'une autre. Voilà. Est-ce que vous avez peur que les clients vous demandent de baisser vos tarifs parce que vous gagnez en efficacité? C'est possible parce que des éditeurs de logiciels peuvent dire regardez, en passant par nous, justement, vous allez gagner du temps. Franchement, le fait de saisir une facture, la plupart des cabinets, on en a déjà gagné ce temps. Ça, on récupère tout. Vous savez, comme tous les métiers, on fait faire le travail au client. Vous voyez bien que maintenant, quand vous allez au restaurant... Oui, c'est moi qui scanne. C'est vous qui scannez, c'est vous qui choisissez le menu. Ça va directement... J'ai essayé de faire venir mon expert comptable à chaque fois, mais bon, il était pris, quoi. Donc. Au resto voilà. Non, au resto, ça va, il voulait venir souvent. C'était pour les autres achats. Et du coup, le client aura peut-être l'impression qu'il fait le travail pour nous, mais ce qui n'est pas le cas. Et puis on verra s'il faut baisser les prix, on baissera les prix. Mais je ne pense pas que ce soit d'actualité, parce que les dirigeants ont quand même vraiment besoin de nous, et nous aussi, on a besoin d'eux malgré tout. Et notre conseil est bien utile. Avant la dernière question que je vais poser à Eric, Vincent, un conseil très concret pour un chef d'entreprise aujourd'hui, si vous étiez en posture de conseiller un chef d'entreprise aujourd'hui, l'une des premières actions qu'il pourrait mettre en place, ce serait quoi ? C'est une belle question. Eric, alors écoutez, vous pouvez venir Eric avait envie de répondre. Vous pouvez venir au secours de Vincent. Mais conseiller un chef d'entreprise comme ça qui arrive sans de se former peut-être. Alors, vous savez, le conseil, il brille en fonction de la personne qui est en face. Voilà. Et là, le bon conseil brille souvent en fonction du dirigeant que l'on a en face. Ce sont tous nos dirigeants, ce sont des chefs d'entreprise qui ont des projets et tout ça. Et ils arrivent avec une problématique et on les accompagne. Après, le dirigeant qui arrive... moi je sais. C'est justement ça, en fait, le conseil. C'est prenez le temps de téléphoner à votre cabinet d'expertise comptable, passez la porte pour prendre un petit rendez-vous aussi. Ça, vous le faites, de plus en plus peut-être, parce que le temps que vous allez gagner, notamment dans l'opérationnel, vous allez pouvoir peut-être le passer aussi en conseil auprès des dirigeants. Oui, on sera de plus en plus près auprès du dirigeant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura du conseil continu. Et l'idée, alors ça dépend des stratégies de chaque cabinet, mais plus on met du digital, plus il faut mettre de l'humain en face. Voilà. Et ça c'est fondamental. Et on a beau dire, alors vous êtes jeune, mais pas tout à fait. Si vous saviez. Voilà, dans la quarantaine. De moins en moins. De moins en moins jeune. Mais je vois que ceux de ma génération, de plus de 50 ans, on a besoin d'un coup de fil pour rassurer. On a besoin qu'il fasse beau pour avoir la pêche. C'est comme ça. Les jeunes, on les voit, et je les vois au sein du cabinet, c'est un texto en fait. Et ça leur va très bien le texto en fait. Mais il faut quand même penser à le faire aussi. Il faut déjà penser à le faire. Et ils ont peur du téléphone. Donc c'est à un moment donné, le conseil du dirigeant et l'accompagnement du dirigeant, déjà c'est en fonction de son âge. Et l'idée c'est de lui donner la pêche. Voilà. Eric, quelle est la relation que vous entretenez avec votre expert comptable ? D'abord, vous l'avez depuis longtemps, c'est devenu un copain Je l'ai depuis longtemps, oui, je l'ai depuis longtemps. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais changé, donc c'est toujours le même. Et la relation, alors moi, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le pas de la facture électronique. C'est-à-dire qu'il est à Nice, moi je suis à Paris, donc on ne se voit jamais. Voilà, et... c'est plutôt un conseiller, donc c'est plus un conseiller et puisqu'il me connaît, il me dit attention et c'est lui. Ouais, j'ai l'impression d'avoir. Après vous êtes économiste, donc voilà, vous devez bien gérer votre compte en banque. Plus, ça ressemble un peu à ma mère quelque part qui me dit quand j'étais un peu plus jeune, qui me disait attention. Ça c'est intéressant. Oui, alors je ne sais pas si vous voulez réagir là, j'ai l'impression. Si, c'est très intéressant parce que le dirigeant, vous êtes chef d'entreprise, il n'y a plus de lien de subordination, il n'y a personne au-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre une décision.
Et la décision, vous la prenez soit seul, soit justement vous appelez votre mère ou des amis, mais ça reste votre mère ou des amis. Ouais, c'est ça. Et quand même, l'expert comptable, ça reste un chef d'entreprise comme vous. Et c'est un professionnel du chiffre et il aide à la décision. Enfin, moi, c'est ce que je ressens au sein de mon cabinet et c'est ce que je ressens auprès de mes clients. Et souvent, ils viennent avec une problématique où ils ont réfléchi toute la nuit sur un choix A ou un choix B. Ils me l'exposent. En fait, le choix A semble évident dans l'exposition. Là, ils ont envie quand même que vous leur disiez que le B, c'était pas bien. Et ils ont envie que je leur dise que le B, c'est pas bien. Et tu as raison, il faut faire le A. Et il me dit merci beaucoup, mais c'est un super conseil. Merci beaucoup Eric Heyer et Vincent Casal pour cet échange. La Voix de l'expertise, c'est le podcast de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et désormais aussi en vidéo sur YouTube, comme on dit, ou YouTube quand on est un petit peu plus anglophile.